Bienvenue sur Cardio Online pour cet atelier pratique consacré à la problématique de la prévention et de la gestion des saignements sous anticoagulants. Je suis Victor Aboyance, cardiologue au CHU de Limoges, et j'ai le plaisir d'être avec Anne Gaudier, anesthésiste réanimateur à Paris, et François Diévard, cardiologue à Dunkerque. Voici nos liens d'intérêt. Durant les 45 minutes à venir, nous allons aborder plusieurs objectifs. Le premier étant de connaître le risque hémorragique des patients sous traitement antithrombotique. En cas d'intervention, d'évaluer ce risque hémorragique lié au patient et à l'intervention et comment gérer une anticoagulation en périopératoire. Nous allons donc passer au premier cas clinique. Il s'agit d'un patient de 69 ans qui est un ancien fumeur, sevré depuis 3 ans, avec un LDL, le cholestérol initialement à 1,25 g par litre. Il avait un antécédent d'ulcère gastrique en 2009, un ulcère hémorragique qui avait été traité à l'époque. Et en 2018, il a présenté une artériopathie des membres inférieurs nécessitant une angioplastie fémorale superficielle gauche. Il ne présente plus maintenant de signes particuliers. Et il est donc sous statine, un traitement antihypertenseur, et sous aspirine, 75 mg par jour. Alors François, ce patient est donc sous aspirine. Comment évaluer son risque hémorragique? Est-ce qu'il est important? Alors, le risque hémorragique d'un patient qui est sous aspirine est bien sûr plus élevé que s'il n'avait pas d'aspirine. Et j'aime bien cette étude qui a une toute petite dizaine d'années parce qu'elle comporte quasiment 200 000 patients sous aspirine contre 200 000 patients sans aspirine, ce qui a permis, c'est une étude avec score de proportion, une étude cas contrôle avec 6 ans de recul. Par contre, elle a permis de multiples analyses en sous-groupe. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que dès lors que l'on a de l'aspirine, en moyenne, le risque d'hémorragie est augmenté de 50% par rapport à pas avoir d'aspirine. Mais bien sûr, ce risque, cette augmentation dépend du risque de base et donc le risque absolu, l'augmentation absolue va dépendre du risque de base. Sur la suivante, et vous pouvez constater que le risque de base est bien sûr proportionnel à l'âge, et notamment chez notre patient qui a un petit 70 ans, vous voyez qu'on a un risque de base qui est autour de 3 et qui passe quasiment à 4 sous aspirine en moyenne. Diapositive suivante. Changement très important, si ce patient, et c'est le cas d'une autre, tous âges confondus, toutes choses étant égales par ailleurs, s'il a un antécédent d'ulcère digestif, ce qui est le cas, son risque est beaucoup plus élevé que s'il n'avait pas, parce que vous voyez dans le groupe contrôle, pour un risque de base moyen à 3,51, on a un risque de base à 12 quand on a un antécédent d'ulcère digestif. Heureusement, ces patients ont le plus souvent une protection gastrique au long cours et vous voyez que le risque hémorragique de base est augmenté de 2 points en absolu, mais en relatif, ça n'est pas significatif quand on passe sous aspirine, très probablement parce que malgré tous les ajustements, ces patients ont des inhibiteurs de la pompe à protons. Et diapositive suivante. S'il avait en plus un anticoagulant, vous voyez que le risque de base qui est à 3,51 passe à 3,59 et par contre augmenter associé de l'aspirine augmente de façon tout à fait nette le risque hémorragique qui devient important puisqu'on passe à 7 pour 1000 patients année. Donc, dans tous les cas de figure, sauf quand il y a un IPP, on peut dire indirectement, on a une augmentation du risque hémorragique quand on met de l'aspirine. Alors justement, François, parce que beaucoup de nos patients sont sous aspirine à faible dose, finalement, comment faire pour réduire le risque hémorragique chez ces patients? Alors, il y a plusieurs solutions. Utiliser la plus petite dose possible d'aspirine, utiliser du clopidogrel à la place, associer un IPP ou une autre aspirine dite protectrice. Diapositive suivante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, dans la maladie athérothrombotique, l'aspirine a une efficacité démontrée artérite et maladie coronaire dès 50 mg, que quand on passe au-dessus de 200 mg par jour, on augmente le risque d'hémorragie digestive. C'est la partie gauche de la diapositive et le carré vert foncé montre l'augmentation significative par rapport à des doses inférieures à 100 ou à 200 mg. En revanche, si on prend toutes les hémorragies, dès que l'on passe au-dessus de 100 mg, c'est le cartouche du milieu, on augmente significativement le risque de toutes hémorragies et la meilleure solution est d'avoir la dose la plus faible possible. Donc 75 mg ou 100 mg en pratique courante sont les bonnes doses. Diapositive suivante.
Dans l'étude Capri, qui date un petit peu, on avait évalué le clopidogrel contre l'aspirine. Qu'est-ce que ça donne en termes de risque hémorragique? En gros, le risque hémorragique global est le même qu'on soit sous aspirine ou sous clopidogrel, mais il y a plus d'hémorragie digestive avec l'aspirine et un peu moins d'autres hémorragies avec l'aspirine, mais plus avec le clopidogrel. Donc la balance est équilibrée, mais ce ne sont pas les mêmes types d'hémorragie suivant l'anti-agrégant plaquettaire que l'on utilise. Diapositive suivante. Faut-il utiliser un inhibiteur de la pompe à protons? Sur cette diapositive, vous voyez que les patients qui ont un inhibiteur de la pompe à protons et qui sont mis sous aspirine, donc c'est dans le petit cartouche du haut par rapport au risque de base. Dès que l'on met un inhibiteur de la pompe à protons, l'augmentation du risque hémorragique diminue pour ne plus apparaître, ne plus être significatif. Et les recommandations internationales proposent, LDA voulant dire low dose aspirine, petite dose d'aspirine, que quand on utilise de l'aspirine à faible dose, il faut ajouter un inhibiteur de la pompe à protons. Diapositive suivante. La question étant, est-ce qu'il faut utiliser les fortes doses si on raisonne avec les oméprazole du 20 ou du 40 mg? Ici, nous avons une étude randomisée, rien contre esoméprazole 20 contre esoméprazole 40, et vous voyez sur un critère qui est l'existence d'ulcères peptiques en fibroscopie digestive à la 26e semaine, que 20 ne fait pas mieux ou pire que 40 et que 40 ne fait pas mieux, et que donc il faut utiliser 20 mg d'équivalent esoméprazole plutôt qu'une forte dose. Et dernier élément, on a vu apparaître tout récemment des aspirines qu'on dit digestivo-protectrices. Est-ce qu'elles apportent vraiment un bénéfice? En dehors de leur nom, le niveau de preuve démontrant qu'elles apportent un bénéfice en termes de réduction d'hémorragie digestive est égal à 0 aujourd'hui. Donc, ce n'est pas en utilisant une aspirine dont on dit qu'elle serait gastroprotectrice qu'on a l'assurance de diminuer le risque hémorragique. Très bien. Donc, alors, ce patient, il part parfois en vacances et quelques mois plus tard, donc, il se présente avec des palpitations, il ne se sent pas bien, il fait un malaise et aux urgences, on le trouve une fibrillation atriale. Une échographie cardiaque réalisée retrouve une fraction d'éjection conservée, la taille de l'objet est à 24 cm². Et donc, on lui ajoute un traitement anticoagulant et un traitement antiarythmique. Il est suivi pendant quelques temps par le cardiologue dans son lieu de villégiature qui tantôt retrouve le patient en rythme sinusal et puis après une récidive en fibrillation atriale alors que le patient est asymptomatique. Et donc après, revient pour voir son cardiologue habituel et il est donc en fibrillation atriale. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Sur le plan thérapeutique, est-ce qu'on garde l'ensemble du traitement? Notamment, on voit que dans son ordonnance, il est toujours sous aspirine 75, sous IPP, et maintenant, suite à son passage aux urgences, il était sous apixaban 5 mg matin et soir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient les deux doses, François? Est-ce qu'on peut moduler les doses ou arrêter l'un ou arrêter l'autre? Ce patient justifie absolument d'un traitement anticoagulant à dose efficace parce qu'il a une fibrillation atriale et il a un score Schatz de Vasque au moins égal à 2. Donc, on voit en gras, il a une hypertension, il a une maladie vasculaire et il a plus de 65 ans. Donc, il a besoin d'une anticoagulation et pas d'une demi-dose d'anticoagulant. Et sa fonction rénale, comme on l'a vu, comme son poids, permettent effectivement de maintenir le 5 mg x 2. On sait que dans la FA, mais comme dans l'artérite, il n'y a pas de bénéfice à une pleine dose d'anticoagulant et d'aspirine, donc la somme des deux n'est pas justifiée, d'autant qu'il y a une augmentation du risque hémorragique quand on a les deux. Donc le bon choix chez ce patient est de maintenir l'anticoagulant oral direct à la dose préconisée par la fibrillation atriale à risque et par la dose permise par les caractéristiques du patient, et donc d'arrêter l'aspirine et en l'occurrence l'IPP qui n'a pas d'indication en sus, en particulier de l'anticoagulant oral direct. Par ailleurs, s'il souhaite avoir un AOD, un anticoagulant oral direct, en l'occurrence l'apixaban, et qu'il est bien toléré, si la fonction rénale est normale, il n'y a pas d'indication à lui proposer un AVK à la place. Donc, ce patient qui a une maladie athéromateuse, je dirais stable, en tout cas une maladie chronique, et qui est en fibrillation atriale, il est tout aussi bien protégé avec AOD seul
pas de nécessité de mettre de l'aspirine en plus? C'est bien ce que tu confirmes. C'est actuellement un consensus que l'on retrouve dans les recommandations diverses, notamment celles sur la maladie périphérique vasculaire, mais aussi dans la maladie coronaire des patients qui ont eu des stents, un syndrome coronaire aigu, à 1 an. Ils devraient, sauf cas très très particulier, n'être que sous anticoagulants à la dose efficace quand ils ont une fibrillation atriale. Il n'y a pas de bénéfice démontré à ajouter l'aspirine. Par contre, le risque hémorragique est dans tous les cas nettement augmenté. Alors, ce patient, quelque temps après, doit se faire opérer d'une hanche, d'une prothèse de hanche, et donc il revient voir son cardiologue pour savoir comment faire avec son traitement anticoagulant avant l'intervention. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? C'est la pratique quotidienne des cardiologues. Il y a plusieurs choses à considérer. La première chose est de considérer le risque hémorragique spécifique au patient et le risque hémorragique spécifique à l'intervention. Et là, je pense qu'il y a un message à faire passer, et tous les cardiologues seront d'accord. On a trop souvent une lettre qui est une lettre parfois où il n'y a même pas le nom du chirurgien, mais le plus souvent, il n'y a ni le nom de l'intervention, que le patient, des fois, a du mal. On va m'opérer de l'épaule et je ne sais pas quoi. Et il n'y a pas non plus le type d'anesthésie qui est prévu. Et le cardiologue, alors que ces éléments sont fondamentaux pour évaluer le risque périopératoire et le risque hémorragique, le cardiologue doit donner une solution. Alors, quelle solution, sachant qu'on pourrait connaître le type de chirurgie et le type d'anesthésie? Nous avons des recommandations du groupe sur l'hémostase et la thrombose en périopératoire, dont Anne Gaudier, qui nous les explicitera en détail, était une des co-signataires. Et donc, tout ce que je vais dire là n'est issu que de ces recommandations que j'applique bêtement, si je puis dire, mais mécaniquement, parce qu'elles sont censées. Diapositive suivante. Donc, déterminer si le patient est à risque hémorragique faible ou élevé, ça veut dire est-ce que je maintiens ou est-ce que j'arrête l'anticoagulant et dans quel délai. Ce patient, si on regarde ce tableau d'une série américaine publiée dans le JAA en 2020, montre que la chirurgie orthopédique, notamment de hanche ou de genou, est considérée comme une chirurgie à risque hémorragique élevé. Diapositive suivante. Que disent les recommandations chez les patients qui ont un AOD et une chirurgie à risque hémorragique élevé? En fonction de la molécule d'AOD utilisée et de la fonction rénale, on aura deux attitudes. Si c'est du rivaroxaban ou de l'apixaban, le traitement doit être arrêté à J-3. C'est-à-dire, par exemple, si le patient a été opéré un mardi, on lui dit, vous faites votre dernière prise de traitement le samedi, vous ne le prenez pas le dimanche et le lundi, et pour le post-opératoire, ce sera géré par l'anesthésiste. Par contre, si c'est du dabigatran dont l'élimination est surtout rénale, on regarde la fonction rénale et c'est pour ça qu'il est important non seulement pour qualifier le risque péropératoire, mais savoir ce que l'on doit faire, de disposer lors de la consultation cardiologique préopératoire et de la consultation d'anesthésie de la fonction rénale récente. Si la clairance est supérieure à 50 millilitres minute, on arrête 4 jours avant et non pas 3 jours avant. Si elle est entre 30 et 50, on arrête 5 jours avant pour le dabigatran. Et donc, je répète, ça suppose de disposer d'une fonction rénale lors de la consultation de cardiologie, ce qui est toujours un problème. Tout le monde l'aura constaté. Donc, arrêt J-3, rivaroxaban, apixaban, J-4 si clairance dite normale pour le dabigatran, J-5 si clairance altérée. En cas de chirurgie programmée à faible risque hémorragique, là, c'est beaucoup plus simple. Il suffit, entre guillemets, de sauter une prise, c'est-à-dire on peut se permettre de ne faire qu'une prise en moins et ça se résume sur le schéma suivant, diapositive suivante. Suivant que le traitement est pris en 2 prises par jour ou en 1 prise par jour, s'il y a 2 prises par jour, on demande au patient de ne pas prendre le traitement de la veille au soir et du matin de l'intervention. Il le reprendra le soir même. Si c'est 1 prise par jour, mais avec une prise matinale, il le prend la veille au matin, il ne le prend pas le jour de l'intervention. On voit que c'est très simple. Si c'est 1 prise le soir, il ne le prend pas la veille au soir et il le reprendra le soir de l'intervention. Donc ce schéma, gardez-le bien en tête, il est très simple pour une grande partie des chirurgies à faible risque hémorragique. Diapositive suivante. Et donc, ce tableau qui était dans les recommandations fait la synthèse
en cas de risque hémorragique faible et de risque hémorragique élevé, mais il servira aussi de conclusion. Et que disent les cardiologues dans leurs lettres le plus souvent? Moi, comme beaucoup, nous disons la reprise du traitement se fera dès que possible en post-opératoire, mais nous allons voir qu'il y a beaucoup de subtilité à ça, je le pense. Diapositive suivante. Le problème est globalement le même si on avait des anticoagulants du type AVK, et les recommandations qui font référence sont celles de la HAS de 2008, qui est traitée à la fois, alors on a surtout retenu de ces recommandations la gestion des surdosages en AVK, mais aussi, si vous regardez bien, c'est la gestion des accidents hémorragiques des patients traités en ville et en milieu hospitalier, et elles comprennent le mode opératoire, si je puis dire, des AVK en cas d'intervention chirurgicale. Diapositive suivante. Et elles vont redistinguer deux choses. L'intervention à faible risque hémorragique, et vous avez sur les parties du bas ce que sont ces risques, faible risque hémorragie, chirurgie cutanée, cataracte, etc. Ces interventions doivent se faire avec un AVK conservé et avec un INR contrôlé peu avant le geste qui doit être entre 2 et 3, sauf cas très particuliers où il peut y avoir des comorbidités et où la discussion se fait. Mais en gros, la chirurgie à faible risque, c'est AVK conservé, INR entre 2 et 3, et on précise le plus près possible de 2 si possible. En cas de risque hémorragique élevé, ce qui serait notre patient, diapositive suivante, vous voyez qu'on distingue ici deux cas. Le risque hémorragique élevé standard d'une EFA ou d'une maladie veineuse thromboembolique, on arrête les AVK 4 à 5 jours et au mieux 5 jours avant. On ne fait pas de relais jusqu'à la chirurgie et on reprend dans les 24 à 48 heures suivantes, et on discutera de ce qui peut se passer entre l'intervention et la reprise des AVK. Autre problème, et ça qui est très important, il y a un cas par contre où il ne faut pas arrêter les AVK et il faut que l'anticoagulation jusqu'à présent soit la plus courte possible. Ce sont les patients qui ont une valve cardiaque mécanique, les patients qui ont une fibrillation atriale avec un antécédent embolique ou une maladie thromboembolique veineuse à haut risque. Et dans ces cas-là, il y a des procédures particulières de relais dès l'arrêt des AVK à J-5 par une héparine à dose curative, un arrêt le plus court possible pendant l'intervention pour une reprise ensuite et peut-être un chevauchement, mais nous allons voir avec Anne Gaudier dans la partie suivante que les choses sont en train d'évoluer. Alors, avant de passer la parole à Anne Gaudier, il y a plusieurs questions, certaines ont déjà été, je dirais, abordées dans ta présentation. Et il y en a une, je pense, elle est plutôt sur le long cours et non pas forcément sur le périopératoire. Le risque de saignement est-il identique, quelle que soit l'AOD? Les essais thérapeutiques contrôlés qui ont évalué les anticoagulants oraux directs contre AVK ont montré que clairement l'apixaban est celui qui entraîne le moins de risques hémorragiques que les deux autres. Pour le dabigatran, on est toujours un peu gêné parce que l'évaluation n'a pas été faite avec un ajustement de la dose par rapport à l'état du patient, c'est-à-dire en fonction de la fonction rénale ou du poids ou de l'âge. Il a été fait d'emblée 110 contre 150 contre AVK. Ce qui est certain, c'est que le 110 procure moins de risques hémorragiques que le 150, mais l'utilisation qui est préconisée ne tient pas compte de ça, elle tient compte des caractéristiques du patient pour proposer plutôt 150 ou 110. Donc là, je ne me prononcerai pas, et du fait d'une méthode un peu particulière dans l'étude qui a évalué le rivaroxaban, on a moins de bénéfices en termes de risque hémorragique que l'on a avec l'apixaban. Donc, si on est face à un risque hémorragique élevé, j'ai plutôt tendance à utiliser l'apixaban que les deux autres. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, je vais demander à Anne. Anne, comment dans la consultation d'anesthésie préopératoire, comment la question du risque hémorragique, du traitement anticoagulant est abordée lors de cette consultation? Merci. C'est en effet un des objectifs de la consultation, c'est de déterminer la prise en charge optimale du traitement anticoagulant. Alors, je vous devine derrière vos écrans vous dire que les 10 diapositives précédentes portaient déjà sur les modalités d'arrêt du traitement anticoagulant et qu'on ne va pas refaire le match. Et pour autant, ça nous met dans des conditions de vraie vie, puisque à la consultation d'anesthésie, nous voyons des patients pour lesquels l'arrêt du traitement anticoagulant a déjà été décidé par le cardiologue. Dans la majorité des cas, vos choix et nos choix sont superposables et c'est une chance. Néanmoins, parfois, les choix divergent,
ce qui met évidemment l'anesthésiste réanimateur dans l'embarras parce que, de principe, le patient a une confiance totale dans son cardiologue. Les divergences portent essentiellement sur 2 points que nous allons discuter ici. Le premier point, c'est l'évaluation du risque hémorragique de la procédure invasive, mais aussi de l'acte d'anesthésie. Et l'autre point, c'est l'évaluation du surrisque thrombotique lié à une modification du traitement. Donc, l'objectif de la consultation, ça va être de mettre en balance 2 risques, le risque hémorragique et le risque thrombotique. Le risque hémorragique de l'acte invasif et de l'anesthésie, en partant de l'idée que la poursuite du traitement anticoagulant augmente potentiellement ce risque hémorragique et qu'à l'inverse, l'arrêt du traitement anticoagulant augmente potentiellement le risque thromboembolique du patient. Et c'est ces 2 augmentations potentielles qu'il va falloir évaluer et mettre en balance pour choisir entre poursuite du traitement anticoagulant, arrêt du traitement anticoagulant, arrêt avec relais, voire à la phase aiguë d'une embolie pulmonaire, par exemple, report de la procédure. Diapositive suivante. On commence toujours par évaluer le risque hémorragique de la procédure invasive et de l'acte d'anesthésie. On a déjà vu cette diapositive qui permet de montrer qu'il existe pour les anticoagulants 2 types de risques hémorragiques. Le faible risque hémorragique qui permet de réaliser la procédure chez un patient qui a encore des anticoagulants, et à l'inverse, le risque hémorragique élevé qui nécessite un arrêt des anticoagulants pour normaliser l'hémostase. Néanmoins, dans ces classifications, il faut considérer que les différentes cases sont données à titre d'exemple. Diapositive suivante. On classe habituellement les actes d'endoscopie digestive dans le faible risque. Pour autant, il y a un certain nombre de subtilités qu'il faut avoir à l'esprit. Si on regarde les propositions qui sont faites par la Société européenne d'endoscopie digestive, on peut noter qu'en réalité, dans les endoscopies, il existe des faibles risques et des hauts risques hémorragiques. Si on prend l'exemple d'une endoscopie diagnostique, même avec la réalisation de biopsie, c'est une procédure à faible risque hémorragique. Elle peut donc être réalisée chez un patient qui continue de prendre son traitement anticoagulant. À l'inverse, une procédure d'endoscopie où on réalisera une polypectomie, geste extrêmement fréquent, est classée dans du haut risque hémorragique et va nécessiter un arrêt des anticoagulants. De la même façon, la pose d'une prothèse biliaire, c'est du faible risque, et une ampulectomie, c'est du haut risque. Donc, toutes ces subtilités sont nécessaires pour décider de la prise en charge du traitement anticoagulant, et il faut connaître exactement le geste qui va être réalisé. Diapositive suivante. Cette classification est intéressante parce qu'elle prend aussi en compte le risque hémorragique de la procédure d'anesthésie. Diapositive suivante. Vous voyez que selon le type d'anesthésie loco-régionale que nous allons réaliser, le risque hémorragique associé à ces procédures est différent. L'anesthésie loco-régionale neuraxiale, c'est-à-dire la rachianesthésie, la péridurale, voire la périrachie combinée, sont des procédures à très haut risque hémorragique, puisque le risque, c'est l'hématome périmédulaire. Et dans cette situation, il est même proposé d'arrêter un peu plus avec une dernière prise à J-5, quel que soit l'anticoagulant oral direct. L'anesthésie loco-régionale périphérique est soit superficielle, classée dans le faible risque, soit profonde, classée dans le haut risque. Tout ça est de l'ordre du détail de l'anesthésiste. Néanmoins, vous comprenez vite que le type d'anesthésie que nous allons réaliser est indispensable à connaître pour pouvoir choisir entre poursuite et arrêt du traitement anticoagulant. Diapositive suivante. Si nous reprenons le cas de notre patient sous apixaban pour une fibrillation atriale qui s'apprête à être opéré d'une prothèse totale de hanche, on avait proposé une dernière prise de l'apixaban à J-3. Mais une fois qu'on a décidé d'arrêter, d'autres questions se posent. Alors justement, c'est ce patient qui donc va religieusement écouter son cardiologue et arrêter l'apixaban à J-3. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'il y a un relais? S'il y a un relais, est-ce que le relais par HPPM? On a pu imaginer des doses différentes. On a entendu même des relais avec calciparine. Une question qui est posée par un participant dit, est-ce que chez un coronarien stable qui est en FA, bon d'accord, on a compris, il faut mettre l'AOD sur long cours, mais quand on arrête l'AOD, est-ce qu'il faut reprendre un antiplaquettaire quelques jours avant cette intervention? Donc finalement, comment on assure ce relais? Alors la question du relais, oui, en effet, c'est du relais, en tout cas par les anticoagulants, c'est une question sur laquelle la littérature a beaucoup évolué et on pourrait dire de façon très simple, avec les AOD, pour le relais, il n'y en a jamais, jamais, jamais. Les recommandations du GIHP avaient été claires dans leur dernière mise à jour. Il n'y a pas lieu de réaliser un relais par héparine en préopératoire
L'objectif est clair, c'est afin de ne pas augmenter le risque hémorragique. Diapositive suivante. On commence aujourd'hui à avoir des données qui sont nombreuses et qui montrent que la réalisation d'un relais en périopératoire ne diminue pas le risque thromboembolique, mais de façon systématique majeure le risque hémorragique. Il y a beaucoup de données observationnelles. Je vous ai mis ici une étude ancillaire, une méta-analyse même d'études ancillaires, qui a été réalisée à partir des essais pivots, c'est-à-dire les essais qui ont évalué les anticoagulants oraux directs comparativement aux AVK dans la fibrillation atriale. Dans ces essais, les patients étaient suivis pendant plusieurs mois et années, ce qui leur laissait largement le temps d'être confrontés à une chirurgie programmée. Certains d'entre eux ont eu des relais après l'arrêt des anticoagulants oraux, d'autres n'en ont pas eu. Et dans ce travail, les auteurs se sont intéressés au devenir des patients selon qu'ils avaient ou non un relais. C'est une étude qui concerne un peu plus de 9000 patients. Vous voyez en vert que lorsqu'on réalise un relais en périopératoire, que ce soit pour les AOD ou pour les AVK, il n'y a pas de diminution des complications thromboemboliques à type d'AVC ou d'embolie systémique. Donc, aucun effet sur l'efficacité à faire un relais. À l'inverse, sur les lignes suivantes en blanc, vous noterez que de réaliser un relais pose un vrai problème de sécurité, puisqu'il y a une augmentation des complications hémorragiques majeures post-opératoires, une augmentation par 3 pour les AOD, une augmentation par 4 pour les AVK. Donc pour aujourd'hui, avec les AOD, les données sont de plus en plus nombreuses pour montrer que de faire un relais n'a aucun bénéfice, mais que faire un relais pose un problème de sécurité avec une augmentation des complications. C'est pour ça que pour les AOD, on ne fait jamais de relais. Diapositive suivante. Ce qui permet de compléter le tableau de tout à l'heure. On avait donc proposé une dernière prise de l'apixaban à J-3 et on rajoutera les lignes vertes. Pas de place pour les relais, pas de place pour les dosages dans cette situation. Alors, imaginons justement que, donc c'est clair, pas de relais pour les AOD, mais si ce même patient était sous AVK, et que donc il avait écouté son cardiologue qui disait qu'il faut arrêter son AVK 5 jours auparavant. Est-ce que là, il y a une question de relais à poser? Alors, on a dit pour les AOD, les relais, c'est jamais, et pour les AVK, ça dépend des cas, mais les cas sont de moins en moins fréquents. Là, on a encore des données très robustes, puisqu'on a laissé randomiser Bridge, qui a été publié dans New England en 2015 maintenant, et qui a fait vraiment le point sur la place des relais. Vous allez voir que c'est un essai qui permet vraiment d'avancer sur le cas clinique. Il s'agit de près de 2000 patients qui étaient traités par AVK au long cours pour une fibrillation atriale, 2000 monsieur M finalement, et qui allaient être exposés à une chirurgie programmée à risque hémorragique. L'ensemble des patients a eu un arrêt des AVK avec une dernière prise à J-5, et ensuite ils ont été randomisés pour avoir soit un relais par HBPM de la daltéparine, selon le schéma français, avec des injections à J-3, J-2, J-1, et en post-opératoire, de nouveau un relais par HBPM. Et dans l'autre groupe, il n'y avait pas de relais, ce qui veut dire pas de relais par HBPM en préopératoire, mais aussi pas de relais par HBPM curative en post-opératoire. Si vous ne connaissez pas cet essai, demandez-vous un instant ce que vous attendez du relais par HBPM dans cette situation. Je me souviens, avant d'avoir lu l'étude, m'être dit évidemment que les patients qui ont un relais en périopératoire, en pré- et en post-opératoire, devraient avoir moins de complications thromboemboliques. Et puis, si nous nous appliquons suffisamment à faire les relais, il n'y aura pas de majoration du risque hémorragique. Eh bien, en réalité, les résultats de cette étude ne sont pas du tout ça. C'est l'inverse. Diapositive suivante. Vous voyez dans la partie gauche les résultats qui concernent l'efficacité. C'est une étude de non-infériorité. Vous noterez d'ailleurs qu'en termes d'échelle, globalement, la survenue des événements thromboemboliques, c'est une incidence entre 0,3 et 0,4%. L'étude atteint la non-infériorité, c'est-à-dire que les événements thromboemboliques artériels sont aussi fréquents qu'on fasse ou non un relais. Donc, de faire un relais n'est pas efficace pour réduire le risque d'événements thromboemboliques. Pour la sécurité, c'est la partie de droite. On avait 0,3 à 0,4% d'événements thromboemboliques. Cette fois-ci, les hémorragies majeures, c'est 10 fois plus. Vous voyez 1,3%, 3,2%. Et cette fois-ci, sur la sécurité, eh bien, de faire un relais s'associe à une augmentation très significative des hémorragies majeures. Donc, faire un relais en périopératoire des AVK dans la fibrillation atriale, ça n'a aucun intérêt puisque ça ne diminue pas la survenue des événements thromboemboliques. À l'inverse, ça pose un problème de sécurité puisque ça augmente les hémorragies majeures, ce qui est un argument fort contre les relais à l'arrêt des AVK chez des patients traités pour une fibrillation atriale. Diapositive suivante.
J'attire néanmoins votre attention sur les caractéristiques des patients de cette étude, puisque moins de 10% d'entre eux avaient un antécédent d'AVC. On ne peut donc pas vraiment conclure, à partir de ce travail, pour déterminer s'il faut faire un relais ou non chez le petit groupe de patients traités par AVK pour une fibrillation atriale avec un antécédent d'AVC. Ce qui fait qu'au total, on reste sur les recommandations de 2008 de la Haute Autorité de Santé, diapositive suivante. Chez un patient traité par AVK pour une fibrillation atriale, soit ce patient a un antécédent d'AVC, d'AIT et d'embolie systémique, et dans ce cas, il bénéficiera d'un relais en pré- et en post-opératoire. Soit ce patient n'a pas d'antécédent d'AVC, d'AIT et d'embolie systémique. On arrêtera les AVK avec une dernière prise à J-5, sans relais par HBPM en préopératoire et sans relais par HBPM à dose curative en post-opératoire. Pas de nouveauté par rapport à 2008. Alors ça, c'est très clair. Mais alors, imaginons que ce patient était sous AVK parce qu'il avait une valve mécanique. Donc là, clairement, ça ne se discute pas, il est sous AVK. Et là aussi, le cardiologue lui a dit, 5 jours avant l'intervention, il faut arrêter votre AVK, mais il a une valve mécanique. Est-ce qu'à ce moment-là, la question de relais est légitime? Alors, la question est toujours légitime. Pour la réponse, c'est la diapositive suivante. Finalement, par rapport aux recommandations de 2008, là encore, pas de grande nouveauté, en tout cas pas de nouveauté qui modifie les recommandations. On reste sur l'idée que les valves mécaniques, qu'elles soient aortiques ou mitrales, sont toutes classées à haut risque thrombotique et vont toutes nécessiter un relais en pré- et en post-opératoire de façon systématique. Il y a assez peu de discussions. Il y a peu de discussions sur les recommandations. Néanmoins, il y a une littérature qui évolue, diapositive suivante. Et en particulier, Periop 2 a un peu modifié notre façon d'envisager les relais, en tout cas les relais en post-opératoire. Periop 2, c'est un essai randomisé qui inclut 1400 patients traités par AVK, soit pour une prothèse mécanique, soit pour une fibrillation atriale à haut risque. Et ces patients allaient être exposés à une chirurgie programmée à risque hémorragique, nécessitant donc l'arrêt des anticoagulants pour la réalisation du geste. Tous les patients ont un relais préopératoire par daltéparine, selon le schéma français, J-3, J-2, J-1, après avoir arrêté les AVK. En post-opératoire, ces patients sont randomisés. Soit ils n'ont pas de relais, soit ils ont un relais par daltéparine. Parmi ces 1400 patients, 304 avaient des prothèses mécaniques. C'était un sous-groupe prédéfini avec une randomisation sur ce sous-groupe. Vous noterez que 132 avaient une valve mitrale mécanique. Ce qui théoriquement doit vous faire un choc, puisque l'idée d'avoir un patient qui a une valve mitrale mécanique sous AVK, à qui on va arrêter les AVK sans faire de relais post-opératoire, c'est une révolution des pratiques. Et nécessairement, ça génère de l'inquiétude. Diapositive suivante. Voici dans le tableau les résultats qui concernent exclusivement les valves mécaniques. Vous notez qu'on fasse un relais ou qu'on n'en fasse pas, sur cet effectif de 300 patients, il n'y a pas de différence sur les événements thromboemboliques. De la même façon, cette fois, on ne retrouve pas de différence sur les saignements majeurs. On va y revenir. Dans les points importants, assez souvent, on s'interroge sur le choix de la molécule héparinique qu'il faut utiliser pour le relais. Et vous voyez clairement, ici dans Periop 2, de la même façon que tout à l'heure dans Bridge, que la molécule utilisée, c'est les HBPM. Diapositive suivante. Alors, ça a l'air d'être une révolution, mais en réalité, dès 2008, dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, pour les valves mécaniques, les options proposées incluaient déjà les HBPM à dose curative. Il était bien précisé que le choix de la HBPM devait toujours aller pour une HBPM en 2 injections à dose curative, évidemment, et que c'était une alternative sérieuse à l'héparine non fractionnée, qu'elle soit intraveineuse à la seringue électrique ou sous-cutanée. Donc, c'est le premier point. Il y a clairement une place aujourd'hui pour les HBPM curatives en 2 injections dans les relais sur les valves mécaniques. Diapositive suivante. Je vous remets cette diapositive de Periop 2, c'est la précédente, puisque je vous ai dit précédemment que ce soit pour les AOD ou pour les AVK, lorsqu'on faisait un relais en périopératoire de façon systématique, on trouvait une augmentation des complications hémorragiques majeures. Et ici, vous le voyez, sur les saignements majeurs, il n'y a pas de différence. Alors, on peut s'interroger, bien sûr, on peut dire que l'effectif est trop faible, il n'y a que 304 patients, mais il n'y a même pas de tendance. En réalité, pour comprendre pourquoi ici, il n'y a pas d'augmentation des hémorragies majeures, il faut regarder le schéma d'administration des HBPM en post-opératoire. Chez les patients qui étaient opérés d'une chirurgie à haut risque hémorragique, ceux qui avaient un relais en post-opératoire recevaient de la daltéparine à dose fixe, 5000 unités une fois par jour.
C'est-à-dire qu'en réalité, il ne recevait qu'une thromboprophylaxie et non pas une anticoagulation curative. Donc en post-opératoire, il recevait une thromboprophylaxie par HBPM jusqu'à ce que les AVK qui avaient été repris à J0 soient efficaces. Donc en réalité, ils étaient anticoagulés à dose curative entre J3 et J5. Et c'est précisément parce que la réintroduction de l'anticoagulation curative est tardive qu'on n'observe pas les complications hémorragiques majeures qu'on a vues pourtant dans les autres travaux. Et alors qu'elle est tardive, on n'observe pas non plus d'événements thromboemboliques. Donc, de retarder la reprise de l'anticoagulation curative, c'est sûr, puisqu'il n'y a pas d'augmentation des événements thrombotiques, et ça permet de gagner sur le risque hémorragique. On n'observe pas le surrisque hémorragique évoqué précédemment. Et ça, c'est la grande nouveauté. Diapositive suivante. En réalité, il y a d'autres données qui vont dans ce sens. Dans cette étude de cohorte, 2000 patients traités par AVK avaient été exposés à une chirurgie à risque hémorragique. On avait donc arrêté les AVK et repris les AVK en post-opératoire. Certains avaient eu un relais et d'autres n'en avaient pas eu. Les auteurs s'étaient intéressés au surrisque hémorragique et à la survenue de complications majeures. Vous voyez sur le graphique que les patients qui avaient un relais, comme dans toutes les autres études, avaient plus de complications hémorragiques majeures. Surtout, ils avaient recherché quels étaient les facteurs de risque indépendants de ces complications hémorragiques majeures. Et vous voyez en bleu que lorsque les HBPM à dose curative étaient réintroduites dans les 24 premières heures, c'est-à-dire trop tôt, eh bien, il y avait une association significative avec les complications hémorragiques majeures. Il faut donc retarder au-delà de la 24e heure au moins la reprise du curatif. Diapositive suivante. Dans Bridge, c'était exactement ce qu'on avait aussi observé. Il y a 90% des chirurgies de Bridge qui étaient des chirurgies mineures et la reprise de l'anticoagulation se faisait avant la 24e heure avec une médiane de 21 heures. Et c'est probablement parce que, alors même que le risque hémorragique n'est pas si élevé que ça, on reprend trop tôt, qu'on a des pénaltys sur le risque hémorragique. Diapositive suivante. Pour en finir avec cette série sur la reprise, une diapositive qui concerne les anticoagulants oraux directs et des procédures dont on n'imagine pas au départ que ce soit du très haut risque hémorragique, puisqu'il s'agit uniquement d'endoscopie digestive. Les auteurs de ce travail avaient un protocole d'arrêt et de reprise des anticoagulants, avec une reprise qui se faisait à J+2. Pour l'arrêt préopératoire, ça ressemblait aux propositions du GIHP. Ils ont regardé le lien entre l'arrêt des anticoagulants, selon que les recommandations étaient respectées, et la survenue de complications hémorragiques, et puis ce même lien avec la reprise. Vous voyez en rouge que quand on arrêtait un peu trop tard, c'est-à-dire de façon un peu trop proche de la procédure, les anticoagulants oraux directs, clairement, on observait une augmentation des complications hémorragiques majeures et non majeures cliniquement significatives. Et puis sur la partie droite, quand on reprenait trop tôt, avant le J+2, de nouveau un pénalty hémorragique avec plus de risque hémorragique majeur. Diapositive suivante. Ce qui explique que sur les recommandations les plus récentes de 2017, ce qu'il est proposé, c'est de reprendre après une chirurgie hémorragique majeure dans un délai de 48 à 72 heures. Diapositive suivante. Ce qui fait que pour notre patient et sa prothèse totale de hanche, si on propose une reprise du curatif dans un délai de 48 à 72 heures, il faut se souvenir que juste avant, il faut réaliser la thromboprophylaxie veineuse comme indiqué habituellement, avec deux options, soit des HBPM préventifs, de l'enoxaparine 4000 unités par exemple, c'est très classique, soit, puisqu'on est dans le cadre de l'AMM, par un AOD à dose préventive. On pourra donc faire de façon très élégante ici, apixaban, 2,5 mg 2 fois par jour pendant 48 heures, puis passer à l'apixaban 5 mg 2 fois par jour, comme c'était son traitement initial. Diapositive suivante. Si on devait synthétiser, on évalue en premier lieu le risque hémorragique de la procédure. Lorsque le risque est élevé, on propose une dernière prise à J-3 pour l'exaban, J-4 pour le dabigatran à fonction rénale normale et -5 lorsque la clairance est inférieure à 50. Il n'y a pas de place pour les relais, et c'est un message fort. Avec les AOD, il n'y a jamais de relais. Pas de place pour le dosage, où on reprend la dose curative dans un délai de 24 à 72 heures, surtout rien en curatif avant 24 heures, et dans l'intervalle, on fait une thromboprophylaxie si indiquée. Diapositive suivante, et ce sera la dernière de cette série. Pour le risque hémorragique faible, il n'y a pas de prise la veille au soir ni le matin de l'acte invasif, évidemment, il n'y a pas de place pour les relais, et on reprend en post-opératoire à l'heure habituelle, mais au moins 6 heures après la fin de l'acte invasif. J'en ai fini pour cette série. Merci. Et donc il y avait des questions
des participants qui, je pense, on a pu clarifier au fur et à mesure ces questions. Donc, clairement, parce qu'on a de plus en plus maintenant de la chirurgie ambulatoire, donc ce principe des 48 premières heures avec l'apixaban à faible dose, puis on passe à la dose, je dirais, habituelle cardiologique curative de 5x2, c'est quelque chose qui peut très bien se faire. Et les cardiologues ne doivent pas s'étonner si le patient est sorti en ambulatoire et que pendant les 48 premières heures, il a cette demi-dose d'AOD. Exactement. Il faut juste se méfier d'une chose, que les demi-doses d'AOD, qui sont en réalité les doses de l'AMM pour la thromboprophylaxie veineuse post-opératoire, ne sont valables dans le cadre de l'AMM que pour la prothèse totale de hanche et de genou. Un patient qui serait opéré d'une colectomie, par exemple, aurait de l'énoxaparine 4000 unités le soir de J0, le soir de J1 et puis le soir de J2, il reprendrait son traitement par AOD aux doses habituelles. Puisqu'on fait des colectomies en ambulatoire, cette situation peut aussi se produire. Merci beaucoup, c'était très clair. Et donc, on arrive vers la fin de l'émission où on va un petit peu faire la synthèse des différents messages à emmener chez soi après cette réunion. Donc, tout d'abord, bien évidemment, c'est la question comment réduire au long cours le risque de saignement chez les patients qui ont un traitement antithrombotique. Notamment, on va éviter les associations, sauf dans des cas très précis, et notamment les cas où on a un syndrome coronarien aigu, où on a une angioplastie récente, où à ce moment-là, il y aura des combinaisons d'antiplaquettaires et d'anticoagulants. Mais je suis un patient chronique interrhumateux au long cours, que ce soit une maladie coronaire ou une artériopathie. On va éviter les combinaisons et on va garder uniquement le traitement anticoagulant. Il y a une évaluation du risque hémorragique à faire sur le long cours, mais également en périopératoire quand les patients doivent avoir une intervention. C'est quelque chose qui est relativement binaire. On a maintenant 2 niveaux de risque hémorragique, faible ou élevé, avec donc la quantité à tenir qui a été évoquée. Et concernant le risque thrombotique également, il y a 2 niveaux. Le risque, je dirais, d'un patient qui est relativement faible, c'est la fibrillation atriale, par exemple, tout venante, ou un patient qui a une maladie thromboembolique veineuse sans particularité. Et par contre, en cas de risque élevé, et là, c'est les patients porteurs de valves mécaniques, c'est les patients avec une FA ayant déjà fait une complication embolique AVC ou périphérique, ou alors des patients qui ont une maladie thromboembolique veineuse à haut risque. Je pense en particulier aux patients qui ont fait une récidive. Dans ces cas-là, ce risque thrombotique est également appréhendé pour discuter ou pas d'un relais. Il faut bien sûr toujours penser à la fonction rénale, qui est un élément important pour l'adaptation des délais sur l'arrêt des traitements. Et on a bien compris aujourd'hui qu'il faut retarder les reprises et ne pas se précipiter ou ne pas dans son courrier de cardiologue dire il faut reprendre le traitement anticoagulant des J1. Il faut peut-être dire dès que possible. Et vraiment, la gestion périopératoire, c'est un métier bien géré par nos anesthésistes réanimateurs. Mais c'est important de connaître tous ces éléments-là pour ne pas donner des informations dissonantes aux patients qui peuvent être à ce moment-là un petit peu perdus. Voilà, donc nous arrivons à terme de cette réunion et je voulais vraiment vivement remercier Anne et François pour la clarté de leur présentation sur un sujet qui n'est pas simple et qui au quotidien, on est confronté souvent à ces éléments-là. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Anne, François, merci encore et à très bientôt sur Cardio Online.